Bienvenue sur le podcast de Quasi-Demi, le podcast qui pousse vos habitudes dans le bon sens. Je suis Emna. Et je suis Alain. Ensemble, nous avons créé le site Quasi-Demi afin de vous permettre de faire vos courses les yeux fermés. Et aujourd'hui, c'est à travers ce podcast que nous souhaitons vous guider vers un mode de vie plus sain, grâce à l'interview de véritables experts dans tous les domaines. Alors branchez vos écouteurs et bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Quasi-Demi. Je suis Alain et avec Emna, j'ai fondé le site Quasi-Demi il y a 5 ans, avec pour vocation de proposer des produits sains accessibles au plus grand nombre. À travers ce podcast, nous souhaitons démocratiser l'accès à un mode de vie sain en interviewant différents experts dans tous les domaines possibles. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Benoît Évrard, médecin généraliste, micronutritionniste, spécialiste de la médecine anti-âge. Bonjour Benoît, je suis ravi de t'avoir aujourd'hui. Nous, on se connaît bien, je le dis pour les auditeurs, puisque tu es donc le papa de Emna, qui est à la fois ma fiancée et la cofondatrice de Quasi-Demi. Mais dans un premier temps, est-ce que je peux te laisser te présenter ? Bien sûr, bonjour. Donc, tu as déjà dit grosso modo les principales choses. Je suis effectivement médecin généraliste, spécialisé en micronutrition en médecine fonctionnelle. La médecine fonctionnelle consiste à faire en sorte que le corps fonctionne bien, normalement, sans être malade. C'est vraiment le grand principe de la médecine fonctionnelle. On essaie de traiter avant la maladie et voilà, on ne réduit pas de façon absolue les maladies, mais on les diminue de façon plus ou moins importante. Voilà, les objectifs à long terme, c'est prévenir les cancers, prévenir la maladie d'Alzheimer, prévenir les thromboses, prévenir la fatigue chronique, par exemple, etc., etc. Pour ce faire, eh bien, on s'intéresse aux symptômes du patient, les symptômes actuels, les symptômes du passé, son histoire familiale. Est-ce que ses parents ont fait des maladies particulières ou pas, ses frères, ses sœurs? Donc, il y a tout un travail qu'on appelle anamnestique, donc d'interrogatoire, qui peut durer jusque pendant 1 heure, voire même 2 heures. Au bout de cette longue consultation, on propose de faire des bilans de prise de sang, principalement, mais également d'analyse d'urine, voire d'urine de 24 heures, parfois des examens complémentaires comme des échographies abdominales supérieures ou inférieures, ou d'autres examens complémentaires, radio, scanner. Voilà, ces examens complémentaires sont relativement limités. En tout cas, dans le bilan de base, c'est vraiment principalement une prise de sang assez complète et des analyses d'urine. Au bout de 3 semaines, on a la totalité des résultats. Et à ce moment-là, on discute des résultats de cette prise de sang et on les met en relation avec les symptômes du patient et son histoire. À la question, est-ce qu'il y a souvent des carences? Systématiquement, il y en a. C'est très très rare qu'il n'y ait pas de carences, même chez les gens qui mangent relativement sainement, voire sainement et bio. Pourquoi? Mais parce que probablement que les sols ont été surexploités pendant des années et que les sols étant appauvris, eh bien, il y a toute une série de minéraux qui sont en quantité insuffisante dans les aliments qu'on mange. L'autre raison pour laquelle il y a des carences très fréquentes, et c'est vraiment extrêmement important, c'est la carence en iode, parce que nous sommes loin de la mer, pour la plupart des Belges en tous les cas. L'autre carence qui est assez importante et fréquente, c'est la carence en oméga 3. Pourquoi? Parce que les gens mangent souvent pas assez d'aliments riches en oméga 3, par exemple les poissons gras, ou des huiles assez particulières comme l'huile de lin. C'est pas très classique de prendre de l'huile de lin. Et donc, quasi 9 fois sur 10, les gens qui ne prennent pas des compléments alimentaires, sous forme de capsules ou de conseils alimentaires, sont carencés en oméga 3. Peut-être une troisième carence plus fréquente bien sûr chez la femme, c'est la carence en fer. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment des règles, chaque mois, elle perd du sang et donc du fer, mais aussi parce que la femme mange globalement une moindre quantité de viande, voire pas du tout, pour les personnes qui sont véganes ou végétariennes. Et donc, tu observes des carences et toi, tu essayes de les compléter. On les compense, soit par des changements alimentaires, mais c'est pas toujours possible. Pour la carence en fer, par exemple, on peut pas forcer quelqu'un qui est végane à manger de la viande. Exact. On va s'opposer directement au patient et donc il va falloir prendre des compléments alimentaires qui contiennent du fer d'origine diverse, végétale en général, à des concentrations plus ou moins importantes. On est parfois amené à faire des injections de fer pour essayer vraiment d'arriver à remonter plus rapidement, puisque on peut considérer qu'une injection peut faire l'équivalent de 200 jours de fer en comprimé. Donc voilà, donc, parfois on fait un shot. Après, c'est pas pour du long terme, c'est pour du court terme, pour redonner, entre autres, par exemple dans les fatigues chroniques, dans les chutes de cheveux, la carence en fer peut vraiment être un responsable important. Et peut-être pour revenir sur toi et ta présentation, donc toi tu t'intéresses depuis des années, ça fait combien d'années? 25, 30 ans que tu pratiques la médecine, la nutrition, la médecine fonctionnelle. Comment est-ce que tu es arrivé à ça, là où tu es, alors que c'est devenu un sujet de plus en plus discuté, et encore je pense qu'on pourrait discuter plus aujourd'hui que ce qu'on fait, mais comment tu es arrivé là?
Écoute, à la base, j'étais très sportif et passionné de sport. J'ai pratiqué la médecine du sport pendant 2 ans. Malheureusement, j'ai été confronté à des attitudes dans le dopage qui m'ont un peu effrayé. Des hormones à des doses élevées, même des vitamines injectées à des doses élevées, etc. Donc, je me suis un peu enfoui de cette pratique de dopage pour m'apaiser finalement dans la nutrition, dans l'alimentation saine pour le sportif et puis pour les autres patients, avec des carences quand même manifestes qui nécessitent des compléments alimentaires. Le déclic a surtout été en fait de la prévention en médecine fonctionnelle, le contact avec des patients cancéreux, parfois même jeunes. En particulier, il y a le cas d'une patiente qui avait une hépatite B, et qui est décédée d'un cancer du foie sur cirrhose du foie secondaire à cette hépatite C. C'était vraiment un moment très douloureux de voir cette personne jeune avec des enfants en bas âge souffrir de ce cancer et mourir. Et donc, ça a été un déclic et je me suis impliqué à ce moment-là en disant il faut absolument éviter ce genre de drame. Ouais. Et donc, comment peut-on prévenir ? Et c'est comme ça que j'ai commencé à me pencher sur la médecine fonctionnelle qui n'était pas à l'époque très développée, très répandue. Ouais. On n'en parlait pas encore beaucoup, mais certains médecins, en tous les cas, étaient déjà conscients de cette problématique. Et voilà, donc ça a été progressivement un chemin vers cette approche de compensation des déficits pour optimaliser, pour réduire les maladies. Et justement, tu dis souvent que toi, tu as la chance de soigner des gens qui sont déjà en bonne santé. C'est une vision de la médecine qui est un peu aux antipodes de ce qu'on fait aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, on est plutôt dans guérir quelqu'un qui est déjà malade, donc on va rarement chez le médecin quand on va bien. Ouais, toi, c'est un peu l'inverse, tu vois tes patients régulièrement pour les maintenir en bonne santé. Ouais. Comment tu vois ça ? Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus ? Est-ce que tu crois que la médecine doit évoluer vers ça ? Mais il est clair que les malades, on ne peut pas les abandonner. Donc, on sera obligé de continuer à soigner les malades. Ça, c'est sûr. Le problème, c'est qu'il y en a de plus en plus et que ça coûte de plus en plus cher, que la médecine, technologiquement, a beaucoup évolué, mais au prix fort. Et je pense que demain, on aura malheureusement de moins en moins les moyens de payer cette médecine chère pour soigner des malades. Donc, je pense que l'avenir, économiquement parlant, va être dans le développement de la prévention. Après, il faut plus de médecins, plus de personnes compétentes dans le domaine pour faire la prévention. Oui, je pense qu'on va être obligé. On est face à une épidémie d'Alzheimer, une épidémie de cancer, une épidémie de maladies cardiovasculaires qui coûte extrêmement cher. Un accident coûte beaucoup plus cher que le prévenir, en fait. Et puis en termes de bien-être aussi, en fait. Oui, mais si tu veux, oui, bien évidemment, en termes de bien-être, ça va de soi, mais malheureusement, les décideurs la priorité, il y a une enveloppe, il y a un budget, et avec ça, ils doivent faire pour le mieux, pour soigner le plus de personnes. Donc pour l'instant, ils soignent surtout des malades, ce qui coûte très très cher. Ils auraient dû déjà, il y a longtemps, investir plus dans la prévention, et par exemple dans le remboursement de certains compléments alimentaires qui ne sont pas remboursés, qui sont pour certains impayables. Voilà, il y a des gens qui n'ont pas les moyens de s'acheter la vitamine D, elle n'est toujours pas remboursée en Belgique, alors que des centaines de milliers d'études confortent sur le fait que ça prévient des cancers, de l'Alzheimer, des infections. On l'a vu dans le Covid, les gens qui avaient un taux de vitamine D élevé ont eu moins de complications graves du Covid, quoi. Ouais. Donc oui, parfois des choses simples, de l'iode, en fait, tout le monde sait qu'il faudrait donner de l'iode, mais personne ne le donne et il n'est pas remboursé en Belgique. Si toute la population prenait de l'iode, on serait déjà mieux protégé en cas d'accident nucléaire, par exemple. Donc, alors on nous dit, allez vite à la pharmacie chercher de l'iode quand il y a accident nucléaire, mais ça se prend trop tard. C'est tous les jours qu'on devrait prendre des petites quantités d'iode. Et autant donner les doses d'iode précises, c'est 150 microgrammes par jour qu'on devrait prendre tous les jours, tous. Ouais. Y compris les enfants bas âge, y compris les femmes enceintes, pour qui on peut même monter jusqu'à 250 microgrammes par jour. Pas juste pour les accidents nucléaires, de manière générale. Et oui, déjà, pour que le thyroïde fonctionne bien, pour que notre thyroïde fonctionne bien. Ok. Et si on rentre du coup dans le sujet des compléments alimentaires qui nous occupent aujourd'hui, à qui s'adressent les compléments alimentaires ? À tout le monde ? À certains publics en priorité ? Est-ce que quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui devrait se dire, peut-être je suis concerné ou pas du tout ? Pour ceux qui ont la chance de faire des bilans, anamnéstiques, cliniques et biologiques, on a des valeurs plus précises qui permettent de dire ah oui, il faut donner à cette personne plus, à cette personne moins. Donc c'est clair que sans suivi médical, sans bilan biologique, on va un peu à l'aveugle, mais il y a des choses qu'on peut vraiment faire à l'aveugle parce que l'expérience montre depuis 30 ans que je fais de la biologie que les carences en iode, en vitamine D, c'est 100% de la population, sauf ceux qui habitent au bord de la mer. Donc tous ceux qui habitent pas au bord de la mer devraient prendre de l'iode et de la vitamine D tous les jours. Probablement des oméga 3, surtout s'ils mangent jamais de poisson gras.
d'autant plus qu'on peut aujourd'hui malheureusement moins les recommander à cause de la présence des métaux lourds dans les poissons gras, en particulier dans les gros poissons gras comme le thon et l'espadon. Parce qu'ils mangent des petits poissons. Parce qu'ils mangent beaucoup de petits poissons qui contiennent un peu de métaux lourds et quand on mange beaucoup, finissent par être beaucoup plus. Pour donner une comparaison, sardine, thon, c'est 36 fois plus dans le thon de métaux lourds que dans la sardine. Ouais. Donc voilà, celui qui bilante, ce sera plus précis. Celui qui bilante pas pourrait complémenter sans aucun danger en prenant tous les jours 150 microgrammes d'iode et 1000 unités internationales de vitamine D, par exemple. Ouais. Voilà, on recommande chez les enfants 800, mais 800, 1000, ça change pas grand-chose. En sachant que chez certains, ce sera suffisant, mais chez la plupart, ce sera insuffisant. Il faut parfois donner 2000, 3000, 4000, 5000, 10 000. Pourquoi ? Parce qu'il y a des bons absorbeurs de vitamine D, donc dont les intestins absorbent bien, et d'autres qui sont des mauvais absorbeurs, et pour qui il faudra donner 1000 unités toute l'année, y compris en été, parce que même en été, on met des crèmes solaires, du coup, on se protège des ultraviolets. Et donc, on fabrique pas bien la vitamine D aussi en été. Et puis, on n'est pas très souvent au soleil. Donc voilà, toute l'année, vitamine D, certainement. Chez tout le monde, en fait. Ouais. Et quels vont être les impacts de ces compléments alimentaires de manière tangible parce que c'est bien de vouloir atteindre certaines métriques. On dit, OK, dans mon sang, j'ai les X milligrammes. Ouais. Mais quel est l'intérêt finalement ? Est-ce que c'est la fatigue, des crampes musculaires, des maux de ventre, la peau, les cheveux dont tu as parlé, les hormones ? Quel est l'intérêt finalement pour une personne ? Il y a peut-être, on pourrait parler d'une vingtaine de compléments alimentaires et chacun a sa fonction. J'ai cité l'iode et la vitamine D parce que ce sont peut-être les deux choses principales qu'on pourrait faire massivement sur les 10 millions de Belges, si tu veux. Mm-hmm. Mais bien sûr que le magnésium a un intérêt, par exemple, pour éviter les crampes et pour éviter la fatigue. La vitamine B12 est très importante aussi pour plein de raisons. Parfois, les gens me demandent à quoi sert la B12. Je réponds, je peux vous en parler pendant 3 heures. Ça sert à tout. Ouais, exact. Donc, il y a plein de mécanismes qui sont boostés, catalysés. Et la finalité de ça, c'est un peu comme entretenir sa voiture. Tu me demandes, est-ce qu'on doit s'occuper plutôt des pneus, plutôt des freins, plutôt de la carrosserie, plutôt de l'eau du lave-glace, de l'huile, de l'essence. Chaque chose a son importance. Et la médecine fonctionnelle essaie de revoir tout et de corriger tous les déficits. Et c'est vrai qu'il y en a pas mal à corriger, surtout chez les gens qui mangent mal, certainement moins chez les gens qui mangent bien, mais comme j'ai dit au début, aussi chez les gens qui mangent bien. Donc, ça veut dire que parfois, il faut prendre 10 compléments alimentaires. Alors, ça paraît extrême. C'est pour ça que je cite l'iode et la vitamine D, c'est 2. Ça paraît très raisonnable pour tout le monde, mais c'est vrai que c'est pas pour faire de l'optimalisation de la santé, pour éviter vraiment les maladies et gagner 10-20 ans sur les maladies, il faut parfois donner plusieurs compléments alimentaires. Ouais. Non, ça je peux comprendre. Donc, sur chaque complément alimentaire, il y a un dosage qui est recommandé. Ça peut être une gélule, 2 gélules, 3 gélules par jour. Si l'on respecte ces dosages, est-ce que tout de même ça peut être dangereux, ça peut être risqué, ou est-ce que tu dis si vous tenez à ce qu'il est sur l'emballage, pas de risque ? Alors, par définition, un complément alimentaire n'est pas un médicament, hein, donc il est enregistré comme complément alimentaire, pas comme médicament, et donc les doses qui sont notées derrière la boîte sont des doses qui sont sans danger, même si on les prend de façon continue tous les jours pendant toute l'année. Quand je dis sans danger, je répète souvent pas suffisant. Donc c'est souvent des doses trop prudentes en fait, mais au moins c'est pas dangereux en fait. Okay. Et donc toi régulièrement tu proposes à certains de tes patients pour lesquels tu as un bilan sanguin. Oui, exactement, de prendre plus que ce qui est marqué sur la notice d'emploi. Par exemple, si c'est marqué 1 par jour, ça peut m'arriver d'en donner 4 par jour. Ouais. On pourrait pousser à l'extrême, je pourrais dire, si le complément alimentaire est faiblement dosé comme un multivitamine, minéraux, oligo-éléments, on pourrait dire, un médecin pourrait dire, on pourrait en prendre 4 par jour. Mais il faut quand même faire très attention parce que il a été autorisé aux doses de 1 par jour et qu'il pourrait y avoir dedans certaines vitamines qui, prises à 4 par jour toute l'année, pourraient avoir une toxicité. Ouais. Je pense en particulier... Parce qu'il n'y a pas beaucoup de danger de prendre des compléments alimentaires, si ce n'est pour certaines vitamines comme les vitamines liposolubles, A, D, E et K. Donc on appelle ADEC, hein, A, D, E et K, qui sont des vitamines liposolubles qui peuvent s'accumuler en fait. Donc la D, si on en prend trop tous les jours, si on prend un jour trop, il n'y a pas de danger, mais si on prend trop tous les jours, pour donner une idée, je disais 1000 tout à l'heure, mais en soins intensifs, dans des Covid graves, les médecins ont donné jusque 300 000 unités en un jour. Donc, on a donné 300 fois la dose en un seul shot. Il faut savoir que quand on donne 300 fois la dose, l'absorption intestinale est très faible ou est beaucoup moindre. Donc, c'est des situations tout à fait exceptionnelles. Ouais. Mais donc, en donnant raisonnablement 1 par jour
Et si c'est 4 par jour, des périodes relativement courtes, s'il y a des vitamines liposolubles A, D, E et K. Ouais. Voilà, parce que celles-là... Liposolubles, tu peux expliquer peut-être pour les auditeurs? C'est qu'elles sont absorbées en milieu gras Ouais. et par émulsion, par les enzymes hépatobiliaires et pancréatiques. Et donc, c'est des vitamines que si tu prends avec de l'eau, on n'aura pas, elles seront mal résorbées. Okay. Raison pour laquelle on dit, par exemple, la vitamine D, c'est à prendre en mangeant lors d'un repas gras, de préférence. Voilà. Okay. Et les autres, ce sont des vitamines hydrosolubles, donc elles sont solubles dans l'eau. Donc, tu prends un verre d'eau, tu peux les assimiler avec de l'eau, ça passera bien dans l'intestin, ça sera bien assimilé. Ok, très clair. Pour ouvrir le débat plus largement, j'avais un repas justement vendredi, peut-être qu'elle se reconnaîtra, avec une personne qui est médecin elle-même. Et moi-même, je suis fils de médecin et mon frère est médecin aussi. Et ce que je constate, c'est que dans la médecine traditionnelle, il y a une aversion envers les compléments alimentaires. Est-ce que c'est ce que tu constates et qu'est-ce qui, d'après toi, explique cette aversion aux compléments alimentaires dans la médecine traditionnelle? Alors, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que la médecine est extrêmement compliquée en réalité et qu'on ne peut pas tout savoir en fait. Et que le domaine des compléments alimentaires, des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments, on pourrait même évoquer le domaine des hormones, sont des domaines qui sont pas très enseignés par l'université. Bon, peut-être les hormones, oui, plus, mais pas forcément comme il faudrait peut-être toujours. Mais en tout cas, le domaine des vitamines, des complémentaires, c'est franchement pas du tout enseigné, ou très peu. Moi, j'ai une fille qui vient de terminer la médecine, elle n'a pas eu beaucoup d'enseignements sur les compléments alimentaires. C'est à peine si on se rappelle ce que c'est un oméga 3. Alors ou même sur la nutrition, d'ailleurs. Oui, sur la nutrition, il n'y a pas... Mais c'est pas spécifique à la Belgique, c'est mondial. Donc, si tu vas aux États-Unis, dans les universités, tu fais les 20 universités de médecine, je pense que tu vas avoir le maximum, c'est 20 heures de nutrition. Mais 20 heures, ça représente juste rien du tout. Et en pratique, c'est oublié à la sortie. Il y a eu tellement d'autres informations qui sont arrivées. Donc ça, c'est la première raison. C'est un domaine qui est pas très enseigné. Et donc, forcément, les médecins ne savent pas. Donc, puisqu'ils ne savent pas, ils pensent que c'est mauvais. Primum non nocere, avant tout ne pas nuire, on ne sait pas, on fait pas. La deuxième raison, c'est que il n'y a pas de brevet, en fait, sur les compléments alimentaires. On peut, entre guillemets, tous les fabriquer, moyennant de le faire bien, mais donc, ça ne nécessite pas de faire un brevet. Et en tous les cas, ils ne sont pas protégés par un brevet. Et donc, il n'y a pas tout ce lobby, en fait, derrière de l'industrie pharmaceutique. Alors, je suis pas là pour critiquer ces lobbies, parce que, heureusement qu'ils sont là, parce que aujourd'hui, on a avancé dans les traitements des cancers, on a avancé dans les traitements des maladies cardiovasculaires grâce aux firmes pharmaceutiques et aux médicaments et aux études qui sont sponsorisées par l'industrie pharmaceutique. Mais les compléments ne sont pas brevetables, donc il n'y a pas beaucoup d'intérêt de faire des études à long terme, avec une grande cohorte, placebo double aveugle sur la vitamine C, quoi. Même s'il y a plein de publications. Si on va regarder la littérature, finalement, on est étonné de voir qu'il y en a beaucoup. Mais donc, il n'y a pas eu beaucoup de lobby derrière, et donc, au niveau de l'enseignement, ça n'a pas été très défendu, en fait. Ouais. La troisième raison, et elle découle des deux premières, c'est que les remboursements, il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que c'est pas défendu par le corps médical. Donc, devant l'INAMI, demain, si on pouvait rembourser la vitamine D, ce serait fantastique. Sauf que laquelle, pas de brevet. Donc, je veux dire, on rembourse toutes les vitamines D. Donc, l'INAMI ne rembourse pas. Donc, ça coûte de l'argent au patient qui doit investir dans sa santé. Après, on peut dire que c'est un peu comme le supermarché. Faire ses courses de qualité, l'INAMI ne rembourse pas. C'est un peu l'argument de l'INAMI de dire que les complémentaires, c'est un peu l'alimentation, mais concentrée, avec des bienfaits, certes. Mais vous n'avez qu'à les acheter vous-même. Et donc, tout le monde n'a pas les moyens de se payer des compléments alimentaires qui sont parfois chers, voire même parfois très chers, il faut dire les choses comme elles sont. Quand on en prend un peu d'iode, un peu de vitamine D, c'est pour ça que j'évoque de nouveau ces deux-là, c'est pas cher. Je pense que si on doit donner un chiffre, ça doit être pour l'iode 5 € par mois, on va dire, pour faire simple, maximum 5 € par mois. Pour la vitamine D, c'est pas cher non plus, c'est peut-être, si je prends 1000 unités de vitamine D, ça va peut-être coûter 5 € par mois. Voilà. Mais il y a des gens pour qui 5 € par mois, c'est déjà trop parce qu'il y a d'autres priorités, quoi. Ouais, non, tout à fait. Dernière chose, en fait, si on veut vraiment avoir un avis scientifique là-dessus, par exemple sur la vitamine D, on dépasse les 100 000 publications. Pour pouvoir donner un avis sur la vitamine D, il faut avoir lu les 100 000 publications. C'est impossible à faire pour un seul médecin, donc il faut se regrouper, il faut être des associations. Et on dit, pendant 3 ans, on lit les études sur la vitamine D et on tire une conclusion, quelle est la valeur de vitamine D, quelle est sa plus-value, qu'est-ce qu'elle va apporter, prévention de la maladie d'Alzheimer, prévention des cancers, prévention des infections, etc., etc., etc. La vitamine D, ça balaye très très large, même prévention de la dépression, de la schizophrénie, il y a des études dans tous les sens sur la vitamine D, il y a 100 000 publications, même plus maintenant.
voilà, il faut les lire, faut les digérer, et puis après, il faut individuellement adapter le dosage, tu vois. Donc, ça représente, c'est du temps, c'est de l'énergie, et c'est pas forcément facile pour les médecins qui sont souvent débordés. Exact. Parfois même en burn-out, surtout après ces 2 années de Covid et de vaccins, pas vaccins, etc., etc. Voilà, donc. Et alors, par rapport aux compléments alimentaires, je sais qu'une des critiques à leur égard, c'est que, effectivement, comme tu dis, il y a moins de contrôle, il y a un peu de tout, et on voit des entreprises vendre des rêves, et donc des trucs amincissants, des trucs qui vont vous rendre plus beau, plus intelligent, ça va vous booster, etc. Donc il y a des clés marketing qui sont faits, qui sont parfois un petit peu téméraires. Comment est-ce qu'on peut éviter de tomber dans le panneau? Comment est-ce qu'on peut reconnaître des bons compléments alimentaires des mauvais, et de pas tomber dans les pièges marketing? D'abord, sur les compléments alimentaires, il y a des allégations très précises. On peut pas dire n'importe quoi. Donc un médicament, je sais pas moi, antidépresseur, on peut dire voilà, il agit contre la dépression. Pour un complément alimentaire, imaginons une plante comme le millepertuis, qui n'est pas enregistré comme médicament mais comme complément alimentaire, on pourrait dire qu'il peut améliorer l'humeur. C'est pas la même chose de dire qu'il a un effet contre la dépression et peut améliorer l'humeur. Donc en fait, les allégations sont très contrôlées, et donc les compléments alimentaires, les firmes de compléments alimentaires peuvent pas dire n'importe quoi. Ils le savent très bien parce que autrement ils ont des amendes. Donc je pense qu'ils vont pas dire n'importe quoi. Et donc quand on dit par exemple un complément alimentaire peut aider à perdre du poids, à être plus beau, ça je sais pas souvent entendu ça, mais il peut aider à perdre du poids. L'autre chose que tu avais dit, il peut avoir une meilleure mémoire, par exemple. Il est clair qu'il y a des choses dans les compléments alimentaires qui peuvent aider à améliorer les fonctions de mémoire. Ça peut être le magnésium, ça peut être les vitamines du groupe B, ça peut être les oméga 3, ça peut être le ginkgo biloba, mais c'est des choses qui ont été publiées, donc ça a un effet réel là-dessus. Alors, il faut encore étudier, évidemment, mais ça peut améliorer les capacités de réussite. Sur la perte de poids, par exemple, c'est publié que le chrome, la cannelle, le thé vert sont des éléments naturels qui ont des propriétés d'aide à la perte de poids, en fait. C'est pas que c'est amaigrissant, c'est une aide à la perte de poids par des mécanismes qui sont bien publiés, entre autres sur le récepteur à l'insuline. Voilà, mais ça ne suffira pas si on continue à manger beaucoup de sucre, et pas faire d'exercice physique, quoi. Donc voilà, ça peut être une aide, mais ça va être une augmentation d'activité en complément, exactement. Et j'imagine qu'il y a des qualités assez variables dans les compléments alimentaires. Est-ce qu'il est possible de faire la différence entre les bons et les mauvais, ou finalement tu dis c'est tous les mêmes? Alors c'est difficile parce qu'on n'a pas le contrôle sur tous les différents compléments alimentaires. Moi, c'est une des raisons pour lesquelles je travaille principalement avec une marque de compléments alimentaires que je connais depuis 25 ans, qui est dirigée par un médecin en particulier, qui est passionné de ça depuis 30 ans, et par des ingénieurs agronomes qui recherchent des matières premières de haute qualité. Et s'ils les ont pas, ils ne fabriquent pas le produit, quoi. Bon, c'est pas la seule firme, il y en a plusieurs qui le font. Donc, en général, je pense que les compléments alimentaires, y compris au-delà de nos frontières, par exemple aux États-Unis, où ils sont beaucoup moins chers parce qu'ils sont vendus en plus grande quantité et que c'est plus industrialisé, sont souvent de la bonne qualité, parce que les firmes qui fabriquent ça n'ont pas envie de se retrouver avec des procès avec des produits de mauvaise qualité. Donc je pense qu'en général, c'est plutôt de la bonne qualité. Après, il faut voir les compositions. Est-ce que c'est suffisant? Quel est le mélange, etc. Et ça, c'est parfois subtil. La seule remarque que je ferais, c'est sur la présence d'agents de conservation dans ces compléments alimentaires, ou d'agents de coloration, pour lequel, là, j'émettrais des doutes. Et c'est vrai que moi, quand je décide d'un complément alimentaire, je regarde toujours la composition, pas en haut, mais en bas, des petites choses qui sont rajoutées pour que ça tienne ensemble. Et donc, c'est peut-être là qu'il y a des efforts à faire en tous les cas, pour avoir, par exemple, moins de dioxyde de titane, qui est le E171, qui est présent dans beaucoup de compléments alimentaires, et aussi dans beaucoup de médicaments. Donc, c'est un agent de conservation et un agent de blanchiment. Donc, c'est pour rendre le comprimé plus blanc. Il sert finalement pas à grand chose. Il n'est pas nécessaire. Il y a des films qui le font sans, mais ça a été une habitude européenne, puisque certains pays qui l'ont même interdit. Donc, c'est toujours autorisé. Voilà. Comme d'autres qu'on a eu il y a pas longtemps avec certaines cuves de l'industrie pharmaceutique qui étaient nettoyées avec des produits chimiques, et il restait des traces dans certains aliments. Et donc, voilà, ça reste quand même complexe. Je pense qu'il faut travailler avec des marques qui ont pilier sur rue et qui font attention en tout cas aux détails et pas simplement au commercial. Ok. Un autre sujet dont on parle beaucoup, c'est la vitamine B, pour les végétariens notamment. Est-ce que tu peux nous en parler? Pourquoi? Alors, la vitamine B, il n'y en a pas une, il y en a plusieurs. B, parce que c'était la deuxième qu'on a découverte par ordre alphabétique. Pour rappel, les vitamines A, B, C, D, E, c'est vraiment chronologiquement, la première découverte, c'était la vitamine A, puis c'était la B, puis c'était la C, etc. Pas pour la K.
La vitamine K, c'est pas l'ordre alphabétique à déterminer, c'est le fait que c'est une vitamine qui agit sur la coagulation, en fait. Okay. K pour coagulation en allemand. C'est un médecin allemand qui avait découvert. Donc, pour revenir vers la vitamine B, donc il y a plusieurs B, en particulier la B2, la B5, la B6, la B9 et la B12. J'ai commencé par la B2, la B1, pardon, aussi, okay, qui est important chez l'alcoolique. Et donc, toutes ces vitamines B jouent des rôles importants au niveau métabolique, comme cofacteurs de réactions enzymatiques très importantes, dont une qui s'appelle la méthylation. Et la méthylation, de nouveau, on pourra en parler pendant 2 heures parce que c'est un des grands processus de protection, par exemple, de notre ADN en vieillissant diminue de taille, et le process de méthylation permet de réduire cette diminution de taille de l'ADN et quelque part de freiner les processus de vieillissement. Je dis bien freiner, pas les arrêter, mais ça permet de gagner au moins 10 ans, voire probablement 20 ans sur les processus de vieillissement. C'est pas mal. C'est déjà pas mal, tout à fait. Certains disent 20 ans, je dis raisonnablement on peut dire 10 ans. Donc je pense que si on corrige les déficits dans leur ensemble, pas seulement en vitamine B, mais les autres déficits, on peut gagner 10-20 ans sur la maladie. Alors c'est peut-être pas toujours une bonne affaire parce que les gens diront mais les gens vont vivre encore 10-20 ans en plus et il y a déjà trop de personnes âgées. Mais vivre en bonne santé, ça coûte moins cher que de vivre malade. Donc on revient toujours sur le même débat. Finalement, si on pouvait vivre 20 ans en bonne santé, puis après on décide encore ce qu'on fait pour les 20 années suivantes. Mais d'ailleurs, souvent la question est posée et la réponse est tout de suite donnée. Est-ce qu'on a envie que nos parents meurent plus vite de maladie? Réponse non. Donc on préfère qu'ils meurent moins vite en général, dans tous les cas. Si on s'entend bien avec eux. Si on s'entend bien avec eux. Et donc on préfère qu'ils vivent 20 ans en bonne santé sans qu'on doive les pousser dans une chaise à roulettes ou aller les voir alors qu'ils vous reconnaissent plus parce qu'ils ont l'Alzheimer. Donc voilà, moi la réponse est très claire. Si on peut gagner 10 ans de santé en donnant toute une série de compléments alimentaires, oui. Et donc les vitamines B sont très très importantes. Elles sont neurotropes, elles nourrissent les nerfs. Donc quelqu'un qui a par exemple un nerf coincé, une sciatique, lui donner la B12, ça va réduire le risque qu'il va traîner cette sciatique pendant des semaines, pendant des mois. Neurologiquement parlant, c'est un des cofacteurs de la synthèse des neurotransmetteurs, tant de la dopamine. Dopamine, c'est le démarreur, c'est ce qui nous initie l'envie de faire des choses, de démarrer. C'est le précurseur, c'est le catalyseur de la production d'adrénaline, un peu l'accélérateur, de la sérotonine, le frein, de la mélatonine, l'hormone qui nous fait dormir, qui permet pendant la nuit d'activer notre fonction thyroïdienne pour être en forme le lendemain matin. Donc la B12, elle va catalyser toutes ces réactions, comme la B2, la B6 et la B9. Et pourquoi on la recommande aux végétariens? Parce que les sources de B12, principalement, les plus concentrées, c'est la viande rouge, en fait, comme le fer. Et le fer animal est mieux résorbé, nettement mieux résorbé que le fer végétal, pour revenir vers le fer dont on a discuté tout à l'heure. Donc, des lentilles vont contenir du fer, mais la résorption du fer végétal est relativement mauvaise. Et donc, un végétarien a beaucoup de chances d'être carencé en fer, surtout si c'est une végétarienne qui a des règles. Donc, okay. Et donc pour la B12, l'autre source de B12, ce serait le riz complet. Voilà. Donc un végétarien devrait en tout cas essayer de faire attention de manger des aliments riches en fer, comme certains végétaux, les lentilles par exemple, pas tellement les épinards, contrairement à ce que l'image populaire est véhiculée par l'histoire de Popeye, mais et de manger du riz complet, qui est une des sources importantes de B12. Ok. Si on structure un peu les différents compléments alimentaires, on parle de vitamines, on parle de minéraux et on parle de phytothérapie. Tu peux expliquer en un mot à quoi ça correspond et comment les comprendre? Alors, les vitamines ont été appelées vitamines parce qu'elles sont nécessaires à la vie, en fait. On les a appelées vitamines parce qu'il y a le mot vie dedans. En fait. Donc, si on n'a pas un apport extérieur en vitamines, eh bien, on va mourir. On va mourir, par exemple, je vais citer 2 exemples. Carence en vitamine B, ça va donner le beriberi. Ça a disparu parce que on n'a plus ces carences aujourd'hui aussi importantes. Carence en vitamine C, ça va donner le scorbut. Actuellement, il y a des cas de scorbut à Bruxelles. Donc, c'est une infection qui avait disparu, dont les navigateurs souffraient par carence en fruits et légumes. Donc, ils partaient pendant des mois sur des bateaux, il n'y avait plus de fruits, et donc carence en vitamine C. La vitamine C joue un rôle sur la coagulation dans le sang, et donc hémorragie, les yeux saignaient, le nez saignait, ils saignaient de partout, les oreilles saignaient, et on les retrouvait morts d'hémorragie. C'était terrible, quoi. Et donc, les vitamines sont indispensables à la vie, donc on en a besoin, et voilà. Certaines, on peut les fabriquer. Dans notre intestin, par exemple, on peut fabriquer la vitamine K2, sauf si on a une mauvaise flore intestinale parce qu'on a bouffé des antibiotiques, par exemple. Mais la plupart des vitamines, ils doivent être apportés par l'alimentation. On n'est pas capable de les fabriquer nous-mêmes. Les oligo-éléments, par définition, sont des petits éléments.
hein, donc ils sont plus petits que les vitamines, structurellement parlant, d'un point de vue chimique. Par exemple, le sélénium, c'est un oligo-élément, donc c'est une petite structure moléculaire. Les minéraux, comme le calcium par exemple, c'est une petite structure moléculaire, ça n'a rien à voir structurellement, d'un point de vue biochimique, avec une vitamine, c'est pas du tout la même famille, si tu veux. Concernant les plantes, donc la phyto, là on est dans un tout autre domaine. La plante, elle a dans sa composition beaucoup de principes actifs, parfois une dizaine, certains sont très importants. Par exemple, dans le ginkgo biloba, ce sont les ginkgoïdes qui sont le principe actif qui a fait la réputation du ginkgo biloba. Dans le clou de girofle, c'est le génol, et ainsi de suite. Dans le gingembre, c'est les gingicoïdes. Donc, en fait, chaque plante, on a découvert que c'est par ce principe, certains principes de ces plantes qu'elles ont une action, mais souvent c'est parce qu'elles sont avec d'autres principes actifs qu'elles deviennent vraiment efficaces en fait. Donc si on tire uniquement le principe actif et qu'on le met dans un complément alimentaire, souvent ça marche moins bien que le totem de la plante. D'accord. Donc la phyto utilise en général la totalité des plantes, soit de forme d'extrait sec, soit sous forme dans des solutions liquides, soit du sucre, soit de l'alcool. Hein. Donc dans l'alcool, c'est ce qu'on appelle les teintures mères. Dans du sucre, c'est ce qu'on appelle les suspensions intégrales de plantes fraîches. C'est conservé dans du sucre, puisqu'il faut conserver ces plantes. Soit c'est sec, ça conserve comme ça, soit c'est dans une solution. Soit c'est une petite fiole. Alors oui, ça se présente sous forme de bouteilles, comme des sirops, quoi. Donc, alors il y a une quatrième forme qui s'appelle les EPS, extraits de plantes standardisés, qui sont ni dans l'alcool ni dans le sucre, mais dans de la glycérine végétale. Et ça, c'est la référence au monde en termes de phytothérapie, en fait. Mais ce n'est accessible que sur prescription médicale et qu'en pharmacie. Donc, c'est une magistrale et on peut mélanger les plantes comme on veut. Et c'est ce processus d'extraction de la plante, des EPS, qui extrait tous les principes actifs. C'est le summum, c'est la référence par rapport aux autres plantes qui sont vendues dans le marché. C'était un produit qui a été développé à la demande de la FDA pour valider la qualité des autres produits phytothérapeutiques qui étaient sur le marché. Et donc, par exemple, par cette technique, on arrive à identifier jusqu'à 10 principes actifs d'une plante, hein, alors que si on prend l'extrait sec, on n'aura qu'un principe actif, en fait. D'accord. Okay. Et donc, les plantes ont plein de propriétés. Elles sont souvent pas une seule propriété, elles ont souvent une propriété principale, mais des propriétés, par exemple, le ginkgo biloba, il améliore la microcirculation cérébrale, mais il est aussi un antioxydant, donc on pourrait dire qu'il va protéger de l'oxydation cérébrale et donc des maladies neurodégénératives. Et par ailleurs, il est protecteur des varicosités, des varices des jambes, si tu veux. Okay, donc il a plusieurs propriétés, mais principalement vasculaires. Donc il améliore la concentration, par exemple. Tu demandais tout à l'heure pour la mémoire, la concentration. Ginkgo biloba, on améliore la microcirculation cérébrale, donc on améliore la concentration, quoi. Très clair. Voilà. Peut-être juste pour conclure, pour les quelques personnes du coup qui nous écoutent et qui ont peut-être envie de se lancer dans l'aventure de découverte des compléments alimentaires. D'abord, quand est-ce qu'on doit les prendre ? Est-ce qu'on doit les prendre à certains moments de la journée ? Est-ce qu'il y a certaines techniques ? Alors, s'ils sont hydrosolubles, il faut les prendre avec de l'eau. S'ils sont liposolubles, vitamine ADEC, ADEK, il faut les prendre idéalement avec un repas gras. Alors parfois, le repas est à la fois de l'eau et du gras. Ça va, alors on peut prendre entre guillemets les deux en même temps. On peut faire le mélange, il n'y a pas de souci. Il faut savoir que toutes ces vitamines vont être résorbées par un process de digestion qui va se faire au niveau de l'estomac et surtout un peu après au niveau de l'intestin grêle, avec l'arrivée des enzymes du foie, du pancréas, de la vésicule biliaire et aussi des enzymes de l'estomac. Et toutes ces enzymes sont nécessaires à l'assimilation en fait de ces vitamines. Donc si on les prend avec un petit verre d'eau le matin à jeun et qu'on jeûne toute la journée, je pense qu'il n'y a quasi rien qui va être absorbé. Ok. Voilà, peut-être plutôt juste avant ou pendant, parce que si jamais on a plusieurs compléments alimentaires et qu'on a l'estomac trop rempli, on n'aura plus envie de prendre ces compléments à la fin du repas parce que ça fera le trop-plein en fait, ils vont venir flotter au-dessus de l'estomac et on risque éventuellement, par exemple pour les huiles de poisson, d'avoir des relents de poisson. Donc, il vaut mieux le prendre au préalable ou en mangeant. Okay. Et si on est parti au restaurant et qu'on les a pas pris, on peut les reprendre juste en rentrant parce que souvent quand on est au restaurant, on mange quelque chose d'un peu copieux, l'estomac il se vide au bout de 3 heures. Mon Dieu, si on a encore l'estomac plein, c'est bon, on peut prendre des compléments alimentaires à ce moment-là, c'est une possibilité. Très bien. Alors pour finir, on a des petites questions du tac au tac qu'on pose à tous nos intervenants. Je vais te citer 2 mots et tu dois choisir un des 2 qui te correspond le plus. Est-ce que tu es plus tofu ou tempeh ? Tofu. Tofu. Ciné ou rando ? Rando. Smoothie ou latte ? Smoothie. Bière belge ou kombucha ? Ni l'un ni l'autre.
T'aimes pas trop le kombucha, kombucha. À choisir plutôt pour la santé. Ouais. C'est des produits fermentés, donc c'est mieux pour la flore intestinale, certainement. Ça, c'est sûr. Après, dans la bière, il y a des vitamines B aussi, donc ça peut être intéressant à condition de ne pas prendre un casier par jour. Exact. Ville ou nature? Nature. Et plutôt lève-tôt, couche-tôt ou lève-tard, couche-tard? Lève-tôt, couche-tard. C'est pas bien, il faut bien dormir. Lève-tôt, allez, lève-tôt. Maintenant, lève-tôt. Ben voilà, écoute, c'était tout. Merci 1 milliard de fois, Benoît, pour ton temps, pour toutes les explications. Je crois qu'il y a des tas de gens qui seront vachement intéressés de découvrir tout ça. C'est un sujet dont on parle progressivement plus, mais certainement pas encore assez. Donc, on se réjouit de pouvoir le faire découvrir à nos auditeurs. Ok, merci beaucoup à vous. Bonne continuation. Vous avez aimé ce podcast? N'hésitez pas à lui noter un 5 étoiles et surtout, abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée pour être au courant des prochains épisodes. À très bientôt!